Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Bonjour, je suis Laurent Vigneault de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, je reçois Marie Delrue, qui est vétérinaire et expert sanitaire pour la filière à l'Institut français du cheval et de l'équitation. Aujourd'hui, on vous parle des bonnes pratiques de la vermifugation. Alors, c'est un sujet qui concerne tous les détenteurs. Marie, est-ce que tu peux nous rappeler dans un premier temps les principes de la vermifugation ? Oui, donc depuis de nombreuses années, on vermifuge les chevaux contre leurs parasites digestifs notamment, puisque ceux-ci peuvent avoir des conséquences négatives sur leur santé, notamment s'ils sont présents en grande quantité dans leur organisme. Dans les années 60, sont apparus sur le marché un certain nombre de vermifuges qui avaient un large spectre, c'est-à-dire qu'ils avaient la capacité de tuer beaucoup de parasites du cheval qui ont permis d'améliorer la santé des chevaux et éviter qu'ils ne meurent du fait de ces parasites. Donc on a décidé de vermifuger très régulièrement les chevaux et ça se passait plutôt bien. Il y a moins de chevaux qui sont morts à cause de ces parasites. Mais depuis quelques années, on a observé un certain nombre notamment de résistances qui font qu'il faut qu'on change de paradigme et qu'on passe plutôt à une vermifugation raisonnée. Ouais. Alors ça, on va en parler tout à l'heure, de cette problématique des résistances qui est fondamentale effectivement dans cette vermifugation. Donc c'est une pratique qui n'est pas récente. Est-ce que tu peux nous rappeler quels sont les parasites principaux et les molécules qui sont utilisées en général ? Donc, on peut effectivement se noyer dans tous les parasites des équidés. Ceux qu'il faut retenir principalement, alors chez le poulain, on a plutôt en début de vie les ascaris, qui sont des vers ronds et qui peuvent vraiment être dangereux pour leur santé. On peut avoir des coliques assez graves, voire de la mortalité. C'est les plus dangereux ? Oui, c'est les plus dangereux chez les poulains. Et puis, finalement, voilà, les poulains, ils n'ont pas d'immunité. Ils sont jeunes, donc ils sont assez fragiles. Et donc, voilà, c'est vraiment les parasites. Ouais, c'est les populations les plus à risque. Voilà, tout à fait. Ensuite, plutôt chez les chevaux adultes, en tout cas, qui ont plus de 6 mois, on n'est plus chez les poulains cette fois. Aujourd'hui, les principaux parasites, ce sont les petits strongles, qui peuvent, surtout chez les jeunes chevaux, être à l'origine également de signes digestifs, plutôt de diarrhée, et également parfois, quand ils sont présents en grande quantité, de mortalité. On a aussi ce qu'on appelle communément les ténias, ou plus scientifiquement les anoplocéphales, qui seraient à l'origine de coliques. Et puis après, on en a un certain nombre, souvent notamment ceux qu'on voit beaucoup dans les crottins et qui peuvent faire peur aux détenteurs, ce sont les gastérophiles, dont les larves en fait s'accrochent à la paroi de l'estomac. C'est les petits points jaunes qu'on voit sur les membres des chevaux, c'est ça ? Oui, ça c'est exactement ça, ce sont les œufs de gastérophiles, et ensuite ils sont avalés et on les retrouve dans l'estomac. Alors, ça peut faire peur parce qu'on les voit bien, mais finalement, ceux-là, ils sont pas très dangereux pour la santé des chevaux. Donc, de quelles molécules on dispose pour traiter ces différents parasites ? Donc, pour traiter ces différents parasites, en particulier les petits strongles, dont on a vu qu'ils étaient les principaux parasites digestifs des équidés adultes, on a 4 molécules. Le fenbendazole, communément, on a le Panacur qui est disponible sur le marché. L'ivermectine et l'amoxidectine, qui font partie de la même famille et qui ont le même mode d'action. C'est et puis, le plus utilisé, celui-là, non ? L'ivermectine. Alors, tous sont utilisés. Le fenbendazole, on l'utilise plutôt chez le poulain. Ouais. Et l'ivermectine, l'amoxidectine, effectivement, chez les adultes. Mais le pyrantel, on peut l'utiliser aussi. Donc, ceux-là, ils sont actifs contre un certain nombre la plupart des parasites, et notamment les petits strongles. Et le petit dernier, c'est le praziquantel, qu'on retrouve dans tous les vermifuges dits un peu duo, et qui, lui, va être efficace contre les ténias, uniquement. D'accord, donc avec différentes périodes où on peut les privilégier les uns par rapport aux autres, j'imagine, en fonction des contaminations possibles. Oui, ça dépend un petit peu aussi des conditions dans la structure aussi, à quel moment on les utilise. Classiquement, la moxidectine, par exemple, on la réserve plutôt en fin de saison, souvent associée au praziquantel pour traiter également les ténias. Et l'ivermectine et la moxidectine sont les seuls notamment qui permettent de se débarrasser des gastérophiles qui étaient dans l'estomac.
Alors, il y a un sujet que tu as abordé tout à l'heure qui devient de plus en plus d'actualité, c'est la vermifugation raisonnée. Pourquoi est-ce qu'on a développé cette technique et à quoi ça sert ? Donc ce que je disais, c'est qu'à un moment donné, les vétérinaires sur le terrain, et les parasitologues d'ailleurs, ont dit qu'il fallait vermifuger de façon systématique. Pourquoi ? Parce que à cette époque, donc dans les années 60, on avait plutôt des grands strongles qui littéralement tuaient les chevaux. Et donc on a fait ça de façon très systématique. Tu veux dire qu'on en a moins aujourd'hui ? Ben oui, en fait, à un moment donné, si on vermifuge 4 fois par an tous les chevaux, ce parasite, en gros maintenant, il est très rare. D'accord. Sauf dans des structures où on vermifuge jamais, il peut revenir. Mais aujourd'hui, il est rare. Donc finalement, c'est plus les grands strongles qui sont notre cible de vermifugation. C'est plutôt les petits strongles qui sont quand même moins pathogènes, donc moins dangereux pour la santé des équidés. Donc ça, c'est la première raison. Il y en a 2 autres. La deuxième, c'est que, à force d'utiliser ces molécules de façon très systématique et très fréquente, c'est la même chose, le même phénomène que pour les antibiotiques. On a développé des résistances. C'est-à-dire que, au début, ils fonctionnaient bien et aujourd'hui, ces vermifuges, plus on les utilise, moins ils vont fonctionner. Et donc, il faut qu'on les utilise de façon raisonnée. C'est-à-dire qu'il y a des populations de parasites résistantes qui se sont mises en place. C'est ça. Il y a eu une mutation génétique sur un parasite qui, lui, il est resté vivant après la vermifugation et qui, finalement, s'est développé au détriment C'est un phénomène comparable qu'on va avoir avec les antibiotiques, par exemple. Voilà, c'est exactement le même phénomène. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on raisonne cette vermifugation, parce que le problème, c'est que la population équine, elle est assez restreinte, notamment par rapport aux bovins ou aux autres animaux de rente, de façon générale. Et du coup, ça coûte très cher pour les laboratoires de mettre au point de nouvelles molécules. Ouais, et à moyen terme... Le marché est trop petit, donc ça les intéresse Voilà, pas. le marché est petit, il n'y aura pas de nouvelles molécules à moyen terme. Et la troisième raison, alors ? Donc la dernière chose, c'est que certains vermifuges, donc en particulier l'ivermectine et la moxidectine, peuvent être délétères pour l'environnement. La moxidectine, elle peut avoir un effet néfaste sur les organismes aquatiques, donc notamment si dans les prairies où sont hébergés nos chevaux, on a des points d'eau, ça peut poser souci. Et puis l'ivermectine, elle a un impact négatif sur les bousiers qui sont responsables de l'enfouissement des crotins et donc de l'enrichissement organique de la prairie. Et puis ces bousiers, ensuite, ils peuvent être mangés par d'autres espèces. Donc il y a tout un impact sur la biodiversité de la prairie. D'accord. Donc effectivement, on comprend bien l'importance de cette vermifugation raisonnée. Alors, il y a une technique qui a été mise en place plus récemment, qui s'inscrit donc dans le prolongement de cette vermifugation raisonnée, c'est la coproscopie. Tu peux nous en parler ? Donc effectivement, alors pour raisonner cette vermifugation, finalement il faut se baser sur un diagnostic plutôt que de le faire systématiquement pour tous les chevaux sans se poser de questions. Là le but c'est essayer de voir est-ce que ce cheval en a vraiment besoin ou pas. Et pour cela, on réalise des coproscopies. Alors ça consiste à ramasser des crotins d'un cheval en particulier, qu'il faut avoir identifié, et ensuite de regarder dans le crottin au microscope si on trouve des œufs de parasites. Si on en trouve beaucoup, on décide de vermifuger le cheval. Si on en trouve peu, on se dit que c'est pas la peine, puisque finalement, ce cheval, il contamine faiblement la prairie, et donc il va participer très faiblement au recyclage des parasites sur la prairie. Donc ça se fait vraiment à l'échelle individuelle, non ? Oui, alors effectivement, donc le problème c'est que ça prend du temps, puisqu'il faut quand même, si on a des chevaux qui sont au pré, il faut les observer, éventuellement les rentrer. Alors à un moment donné, on avait pensé effectivement le faire à l'échelle du groupe, mais le but c'est bien de déterminer quel individu en a besoin. De caractériser chaque individu. Donc voilà. Et qui peut faire ça ? Alors, il y a 2 solutions. Soit on l'apporte à son vétérinaire, soit alors on fait appel à un laboratoire d'analyse vétérinaire. Mais de toute façon, c'est quand même du diagnostic vétérinaire et donc ce n'est pas possible de le faire soi-même. Ok. Et on le fait quand ? Alors ça, on peut le faire, donc déjà, on le fait plutôt au cours de la saison de pâturage, c'est-à-dire de mars à octobre en gros. Ça ne sert pas à grand-chose de le faire en hiver, puisqu'à cette période-là, ce qu'on va voir à la coproscopie ne va pas être significatif des parasites adultes qui sont présents dans l'organisme.
Donc du coup, déjà, la première chose, c'est pendant la saison de pâturage. Après, bien évidemment, on peut le faire tous les 2 mois ou 2 fois par an. Ça dépend aussi de la fréquence, de la précision dont on a besoin. Mais classiquement, on peut le faire pendant 2 années, 3 fois par an, ce qui va permettre de classer les chevaux en 2 groupes, ceux qui excrètent beaucoup et ceux qui excrètent pas beaucoup. Et ça va rester dans le temps? C'est stable, ce statut, ou ça évolue? Alors, notamment pour les chevaux qui sont faibles excréteurs, donc qui excrètent peu d'œufs, on a montré que c'était très stable d'une saison de pâturage à l'autre. Alors, bien évidemment... C'est un élément important, oui. Voilà. Et ce qui permet aussi, parce qu'on sait que ça prend du temps, c'est pas non plus si facile que ça, sinon tout le monde le ferait déjà, ça permet quand même de diminuer ensuite, les années suivantes, une fois qu'on connaît bien nos chevaux, de diminuer le recours aux coproscopies. Oui, c'est une technique quand même assez lourde, pas forcément facile à mettre en œuvre. Est-ce qu'on peut considérer qu'on peut la limiter à une certaine partie de la population? Oui, alors déjà, c'est surtout intéressant pour les chevaux, en gros, au-dessus de 3 ans. En dessous de l'âge de 3 ans, en fait, on considère qu'il y a une très faible immunité qui s'est mise en place. Et donc, le risque, c'est que la plupart des chevaux soient fort excréteurs et que du coup, on soit amené à vermifuger tout le monde. Dans ce cas-là, on a un peu fait le double travail. On fait la coproscopie et puis on doit vermifuger tout le monde. Donc déjà, plutôt au-dessus de l'âge de 3 ans. Et puis après, plutôt quand même sur des chevaux qui sont stables au sein d'un élevage ou d'un centre équestre. Si on a des chevaux qui bougent souvent, il faut peut-être pas perdre son temps sur ces chevaux-là. Plutôt des chevaux qui sont là à long terme. C'est ça, oui. Donc ça va nous permettre quand même si la technique est un peu lourde, on ne la fait pas sur une durée trop longue et ça nous permet ensuite d'économiser des vermifuges, quoi, et de ne pas polluer l'environnement inutilement. Oui, c'est ça. Et puis, effectivement, je dirais qu'à court terme, ça prend du temps et puis c'est payant, hein, c'est pas gratuit, les coproscopies. Mais à moyen terme, on peut avoir quand même un impact économique assez positif. Et puis, forcément, à long terme, on préserve aussi la santé de nos chevaux. Ok, c'est bien pour toi. Oui, c'est bien de ne pas t'opposer à lui. Trouver la solution dans le mouvement. Et ça prend le temps que ça prend. Extra. Non, je vais pas lui faire refaire parce que c'est bien. Ouais, c'est bien. Et puis il est en concours demain. Écoute, c'est bien Mélanie. C'est pas mal du tout ça. Hop, ce petit coup de main à droite, t'as pas besoin. La jambe vers la reine gauche. Pas de. C'est pas la pêche à la mouche là, la main là, c'est bien. Extra. Il y a eu un flottement dans la ligne orange. Alors on a parlé des principes de la vermifugation, des connaissances qu'on a dans le domaine, de l'intérêt de la vermifugation raisonnée. Je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu de la mise en pratique sur le terrain, des conseils que tu peux nous donner sur cette vermifugation. Par exemple, comment bien distribuer un vermifuge? Alors déjà, la première chose, c'est qu'il faudrait évaluer le poids de son cheval en amont, puisqu'on sait que le sous-dosage des vermifuges peut favoriser les résistances. Donc soit on a une balance, mais on n'en a pas toujours, soit on a éventuellement un ruban métrique ou barymétrique pour évaluer le poids, et il vaut mieux à la limite légèrement surdoser que sous-doser. Et puis, avant de distribuer le vermifuge, faut vérifier que le cheval n'a pas d'herbe ou de foin dans la bouche, et puis éventuellement la rincer avec de l'eau. Et à quelle période dans l'année est-il préférable de vermifuger? Il y a des époques particulières? Donc c'est un peu comme ce dont j'ai parlé pour les coproscopies. Il faut, dans l'idéal, le faire pendant la saison de pâturage, et chez un cheval adulte, il faut vraiment éviter de le faire pendant l'hiver parce que ça favorise les résistances de le faire à cette époque-là. Et puis, au cours de la saison, on a une augmentation progressive de la contamination des pâturés, donc des équidés, et souvent, on garde en fin d'automne, classiquement, un vermifuge que cette fois-ci, on fait vraiment systématiquement, cette fois-ci sans poser de questions, et qui aura un large spectre, et notamment qui tue les ténias à cette époque-là. Donc souvent, on utilise soit l'ivermectine, soit la moxidectine en fin d'automne. Plutôt en fin d'automne. Et alors, est-ce qu'il est préférable de rentrer les chevaux au box pour les vermifuger? Qu'est-ce que tu préconises là-dessus? Quand c'est possible, en tout cas, ça peut être intéressant
notamment si on fait de l'ivermectine ou de l'amoxidectine, parce qu'on a vu que ça pouvait avoir un impact sur l'environnement, de les rentrer 2-3 jours au box pour éviter d'intoxiquer en gros les bousiers. C'est surtout pour ça que c'est intéressant de... Ça n'a pas d'impact sur les rejets au niveau de la pâture après vermifugation? C'est souvent une idée reçue en tout cas. Alors effectivement, pendant 3-4 jours, le cheval va pouvoir encore excréter des œufs issus des adultes après la vermifugation. Après, de toute façon, quand on vermifuge, souvent la pâture est déjà contaminée et ça n'a pas un impact majeur. D'accord. Donc ça fait partie des idées reçues. Alors il y a d'autres idées reçues d'ailleurs sur la vermifugation, il y en a beaucoup. On préconise certaines pratiques culturales ou encore des vermifugations sous forme injectable pour être plus efficaces. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toutes ces idées reçues? Alors chez le cheval, il y a un certain nombre de vermifuges qui sont disponibles et qui sont sous forme de pâte orale. Alors oui, c'est pas toujours très pratique, parce que le risque, c'est que le cheval rejette un petit peu de produit. Et effectivement, les gens sont tentés, notamment quand on a des gros effectifs, d'utiliser des vermifuges sous forme injectable qui sont disponibles pour les bovins. Bon, le problème, c'est que c'est interdit par la réglementation. Ça, c'est le premier problème. Et puis, le deuxième souci, c'est qu'il y a quand même une étude qui a montré que chez le cheval, sous forme injectable, on n'arrivait pas à avoir une quantité suffisante dans l'organisme pour que ça soit efficace. Donc, à mon avis, cette pratique, elle favorise la mise en place de résistance et elle est à éviter. On pratique parfois aussi sur le terrain des vermifuges qui sont passés directement dans l'estomac via une sonde. Une sonde, ouais. En plus du stress potentiel que ça peut procurer chez le cheval. Alors, si le but, c'est effectivement d'éviter de sous-doser, bon, je comprends, mais si on rince correctement la bouche et qu'on fait attention, normalement, il n'y a pas de risque. Et puis, surtout, souvent, on utilise la sonde pour mettre des vermifuges sous forme liquide, qui sont disponibles plutôt pour les moutons ou pour les bovins. Encore une fois, on n'a pas le droit de les utiliser. Il faut utiliser les vermifuges disponibles pour les chevaux. Donc, pour moi, c'est pas la peine. Il y a des vermifuges sous forme de pâte qui existent déjà pour les chevaux et ça sert à rien d'aller à la sonde. Alors, parfois, on les utilise aussi parce qu'ils permettent de tuer la grande douve. D'accord. Qui est un autre parasite dont je n'ai pas parlé avant parce que c'est un parasite qui est moins connu chez le cheval. Plus fréquent chez la brebis, par exemple. Ou chez le bovin. Et effectivement, qui embête peu les chevaux. D'accord. Au niveau des pratiques culturales, on entend dire souvent qu'il faut choler les parcelles, ou hercer, etc. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, effectivement, il y a eu des petites études sur... donc, on entend souvent parler que le cholage permet de tuer les larves de parasites sur la parcelle. Alors, effectivement, ce qui a été montré sur des petits bouts de parcelle, c'est que ça marche très bien en grosse quantité. D'ailleurs, ça ne tue pas que les parasites, ça crame à peu près tout. Mais par contre, à des doses qu'on utilise classiquement, ils n'ont pas réussi à montrer que ça marchait. Et puis surtout, en fait, ça dépend un petit peu de notre terrain, de l'acidité ou pas de la prairie, et donc on ne peut pas l'utiliser à chaque fois. Donc, je ne pense pas que ça ait un intérêt majeur sur la pratique. Et surtout, on peut considérer en plus que, mettre la parcelle à zéro, c'est bien, mais si une population contaminée intervient derrière, on recontamine aussitôt. C'est ça. En fait, si on le fait en cours de la saison et que des chevaux non vermifugés arrivent sur la parcelle, en fait, ils vont excréter un grand nombre d'œufs directement et finalement, ça va pas nous apporter beaucoup. Et vous posiez aussi la question du herçage. Donc ça, c'est à double tranchant. En fait, si on le fait à une période très sèche, éventuellement, ça pourrait avoir un impact parce que du coup, on va retirer l'abri pour les parasites qui sont en fait les crotins et on va les exposer aux rayons UV. Et les larves, elles aiment pas trop les rayons UV. Donc là, on peut penser qu'il y en a un certain nombre qui meurent, donc on pourrait un peu s'en débarrasser. Par contre, si on fait ça au contraire sur une période où il fait pas très chaud et où il pleut, au contraire, elles vont se développer très bien et puis surtout, en fait, on va les étaler partout sur la prairie alors qu'elles étaient localisées dans les crotins, dans des zones de refus où les chevaux vont moins se nourrir. D'accord. Et les conditions climatiques donc peuvent jouer aussi sur le développement du parasitisme ? Oui, et c'est pour ça que au fur et à mesure de la saison, en gros, plus les températures augmentent, plus le cycle, notamment des petits strongles, se fait rapidement. En gros,
en hiver, pour des températures de 0 degré, ça met plusieurs semaines, plus d'un mois à se développer, et ça a du mal à se développer. Par contre, quand on est dans des températures idéales à 25 degrés, en 1 ou 2 jours, on passe d'un œuf excrété par le cheval à une larve qui peut être à nouveau mangée par le cheval et l'infester. Ouais, ça va très très vite. Et justement, alors, sur la gestion qu'on peut avoir des populations de chevaux sur la parcelle, tu as peut-être des choses à préconiser pour limiter la propagation. Par exemple, le brassage des chevaux peut favoriser cette propagation ? Oui, effectivement, si on a beaucoup d'entrées et sorties, ce qui est assez caractéristique de certaines structures équines, finalement, c'est difficile d'avoir un protocole homogène pour tous, et on a des chevaux potentiellement, s'ils arrivent non vermifugés, qui ramènent avec eux soit beaucoup de parasites, soit pas forcément beaucoup, mais potentiellement des parasites résistants. C'est pour ça qu'il faut vraiment, si on décide dans son écurie de faire de la vermifugation raisonnée, il faut vraiment avoir un protocole adapté pour les nouveaux entrants, parce que sinon, ça sert pas à grand-chose. Il faudrait presque ramasser les crottins dans un cas comme ça. Oui, alors le ramassage des crottins, c'est bien si on le fait dans les petits paddocks de détente qui ne servent pas à nourrir les chevaux. Alors, il faut quand même savoir que ça prend du temps. Même les aspirateurs à crottin, ça prend du temps. C'est des conditions de travail pas très faciles, ça coûte cher. Mais effectivement, dans ces petits paddocks de détente qui sont souvent très contaminés avec un gros brassage, là, c'est intéressant. Par contre, dans les prairies, c'est assez controversé puisque ces crottins, ils apportent un engrais naturel. Et puis surtout, en termes de temps de travail, c'est à discuter. Oui, ça demande beaucoup de temps. Alors, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure au niveau de la variabilité entre chevaux. Les jeunes sont plus sensibles que les chevaux âgés ? Oui, souvent. C'est pour ça qu'on fait régulièrement les coproscopies plus tôt. C'est intéressant, surtout au-dessus de l'âge de 3 ans, puisque même si cette immunité, elle n'est pas complète, il y a quand même vis-à-vis des strongs, une petite immunité qui se met en place. Et souvent, les chevaux plus âgés sont moins parasités que les jeunes. Mais par contre, on a observé notamment des chevaux qui sont atteints de la maladie de Cushing, qui est une maladie assez fréquente chez le vieux cheval, qu'on peut avoir à nouveau une augmentation de l'excrétion parce qu'on a une perte d'immunité. Donc, cette immunité, elle existe, même si elle n'est pas complète. On a surtout dès la naissance, une grosse variabilité entre les équités. Entre individus. Ouais. Voilà. Donc, peut-être des pistes de recherche pour l'avenir à ce niveau-là. Alors, on a beaucoup parlé du traitement chimique du parasitisme. Est-ce qu'il y a des alternatives à ces vermifuges chimiques ? Oui, on parle beaucoup en ce moment. On a souvent des questions sur l'usage des plantes et la phytothérapie. Ça marche, ça ou... Le problème, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose. C'est assez compliqué de mener des études. Donc, c'est difficile de répondre aux gens. Après, moi, je ne suis pas contre la phytothérapie. C'est bien, il faut essayer. Mais dans ce cas-là, je conseille toujours aux gens, peut-être, si vous voulez faire de la phytothérapie, faites une coproscopie avant, sur un certain nombre d'équidés. Faites une coproscopie après, et puis vous voyez si ça marche. Et du coup, comme on a énormément de questions sur ce sujet, l'INRAE, l'Institut national de recherche agronomique et de l'environnement, et l'IFCE se sont associés pour mener un projet et essayer de voir s'il n'y aurait pas des plantes intéressantes. Et sur les poulains, on entend parler de probiotiques aussi ? Oui, il y a une étude très récente qui, sur un nombre pour l'instant très limité de poulains, donc il faut se méfier et il faut attendre d'autres études, mais il y aurait un probiotique qui serait efficace, a priori aussi efficace que le fenbendazole dans l'étude. Mais attention, il n'y avait que 6 poulains, donc il vaut mieux attendre. C'est encore un peu tôt pour tirer des conclusions. Voilà.
Alors on en arrive à la conclusion. Est-ce que tu peux nous dégager 3 points clés pour résumer un petit peu ce principe de la vermifugation ? Ouais, je dirais que la première chose, c'est que il faut pas à tout prix vouloir sur des chevaux en pâture éliminer tous les parasites. C'est normal que les chevaux soient un peu parasités. Juste, l'intérêt de la vermifugation ou de limiter la contamination des pâtures, c'est juste que les chevaux restent à un seuil qui empêche les signes cliniques, qui ne provoque pas un seuil acceptable, et on aura toujours des vers et c'est pas forcément un problème. Non. Autre point, il y a une forte variabilité a priori entre individus. Voilà. Et en fait, finalement, cette variabilité, c'est sur ça que repose la possibilité de faire de la vermifugation raisonnée. C'est que à la fois à l'échelle individuelle et à la fois à l'échelle des structures en fonction des conditions d'élevage, etc. On a une grosse variabilité et donc on peut choisir de vermifuger plus ou moins fréquemment et puis de vermifuger ce cheval-là plutôt qu'un autre. Et puis la dernière chose, c'est que effectivement cette vermifugation raisonnée, elle est intéressante aujourd'hui du fait des parasites qu'on rencontre qui ne sont pas si dangereux. Et puis surtout, on n'a plus vraiment le choix parce que si on continue à vermifuger de façon systématique sans se poser de questions, un jour, on n'aura plus de vermifuge efficace pour soigner les chevaux qui en ont besoin. Et d'autant que les labos sont pas prêts de nous proposer de nouvelles molécules, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Eh bien, merci Marie. Merci Laurent. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur notre site internet equipedia.ifce.fr où vous trouverez tous les travaux de nos experts. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Facebook Equipedia Sciences et Innovation Équine pour plus de contenu. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous, partagez, commentez, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.